Pour sa 30e édition, la Fête de la Science s'invite aussi à l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Plus précisément, c'est sur le site de Saint-Charles, sous ses couleurs automnales, que les laboratoires de recherche de l'université ont ouvert leurs portes 3 jours durant. Une occasion unique pour les curieux, les passionnés, les étudiants, mais aussi le grand public dans son ensemble, de redécouvrir les sciences humaines et sociales à travers leur démarche, avant toute chose, scientifique. Une ligne de conduite qui fédère les travaux de laboratoires spécialisés en art, littérature, jusqu'aux langues, en passant par les enjeux sociétaux et environnementaux de demain. La recherche au service de la prévention des risques naturels, pour sa part, est le cheval de bataille du laboratoire de géographie et d'aménagement. On revendique une géographie opérationnelle appliquée à des problématiques sociétales. On est quand même sur une géographie déjà de terrain qui se traduit par des diagnostics de territoire, des rencontres d'acteurs autour de différents thèmes qui sont la prévention des risques naturels, le changement climatique, l'aménagement, la protection des écosystèmes littoraux, les transports et ce qu'on appelle nous la géomatique, c'est-à-dire toute la dimension cartographique et numérique qui vient valoriser nos travaux de terrain en laboratoire. Ce n'est pas une cartographie statique mais dynamique associée à une base de données derrière. L'intérêt de cette cartographie, c'est d'associer derrière de la donnée, c'est-à-dire de pouvoir calculer des surfaces, de relever après ces évolutions au cours du temps. On va mettre de la donnée surfacique, de la donnée linéaire au-dessus et puis enfin des points ponctuels. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des cours d'eau, ça peut être des routes. Et au fur et à mesure, on va enrichir la donnée, toujours à partir de fonds de cartes. On va pouvoir zoomer, donc changer d'échelle. Là aussi, c'est l'intérêt de cet outil. Et au fur et à mesure, voilà, s'approprier le territoire et pouvoir étudier les dysfonctionnements ou au contraire les évolutions en géographie. On travaille à l'échelle internationale, notamment sur le champ des risques naturels où on intervient en équipe pour étudier les catastrophes naturelles, ce qui nous a amené à travailler dernièrement dans le Pacifique, au Vanuatu, aux Antilles, au Maroc, en Tanzanie, du côté des Canaries prochainement. On a donc développé au sein du laboratoire une cartographie dite interactive sur la thématique du risque de tsunami et sa planification opérationnelle, donc pour mettre les populations en sécurité en cas d'alerte sur les territoires des Antilles françaises. Cette cartographie va permettre aux individus, aux populations, de se repérer de manière automatique, soit par la géolocalisation de leur smartphone, soit en simplement cliquant sur une carte, et de générer un itinéraire d'évacuation qui sera optimisé pour rejoindre le site refuge qui aura été validé localement sur le territoire. Donc c'est une géographie très ouverte, très vivante, qui par ailleurs transmet aussi via le labo des compétences et de la formation, puisque le LAGAM est adossé à un certain nombre de masters de notre université, ce qui permet d'accueillir aussi des jeunes chercheurs, des apprentis chercheurs, mais aussi des étudiants en stage issus de nos filières universitaires au sein du laboratoire. L'Université Paul Valéry compte plus de 20 laboratoires réunis en 2 écoles doctorales. La formation et la recherche y sont très liées, car l'enrichissement de l'une par l'autre est devenu mutuel. Notre équipe accueille plusieurs dizaines d'étudiants en doctorat. Nous sommes vraiment très heureux de contribuer au renouvellement de la profession en ayant des jeunes qui travaillent sur nos périodes, sur nos objets ou qui apportent de nouveaux objets, de nouveaux questionnements sur les domaines dans lesquels nous travaillons. Interroger des sources primaires du XVIe ou XVIIe siècle. De temps en temps, il n'existe pas uniquement des textes imprimés, il existe des manuscrits aussi, comme vous pouvez voir. Et en fait, quand vous faites une transcription de ce manuscrit-là, vous pouvez voir, en fait, il y a des changements, des modifications de texte. Il y a quelques grattages, c'est-à-dire que quelqu'un, le scribe, a gratté le texte et a écrit le texte au-dessus des grattages. Comment on peut l'interroger? Ce microscope numérique est spécial
parce qu'il a 3 options de luminescence. Il y a de lumière directe, il y a de lumière ultraviolet et de lumière infrarouge. Et si je change de luminescence à ultraviolet, ça n'aide pas beaucoup. Mais si on change à lumière infrarouge, voilà, on peut voir exactement ce qui a été écrit au-dessus. Alors, bien évidemment, rien ne peut remplacer Les chercheurs et les enseignants-chercheurs de notre équipe relèvent de la musicologie, de l'histoire de l'art, de la littérature française, des études anglophones, de la philosophie également. Et ce qui nous rapproche, c'est l'intérêt pour la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle, en gros de la Réforme et de la Renaissance, jusqu'à la Révolution française incluse. Nous combinons l'intérêt pour le comparatisme entre les disciplines, mais aussi entre les cultures européennes, car notre particularité, c'est également de regarder les jeux d'influence, les jeux de partage entre les cultures des différents pays d'Europe, du Portugal à l'Écosse, en passant par le monde germanique, le monde francophone, aussi bien leur culture en langue vernaculaire que leur culture en latin, car ça a été, durant une part importante de cette période, la langue des savants. Si la science ouverte fait de plus en plus parler d'elle, la recherche, dans ses fondements, décloisonne aussi ses compétences et privilégie les approches pluridisciplinaires aussi souvent qu'elle le peut. Les unités mixtes de recherche, comme l'IRCL, sont des laboratoires qui sont partagés entre l'université et d'autres institutions. C'est aussi le cas de l'archéologie des sociétés méditerranéennes, réunissant des chercheurs de l'université Paul Valéry, du CNRS, de l'INRAP et du ministère de la Culture. Des chercheurs qui travaillent ensemble à la restitution des sociétés du passé, du néolithique et même de l'Égypte ancienne jusqu'à la période, l'Antiquité tardive et la période médiévale. Chaque équipe utilise des espaces de travail particuliers, a besoin de laboratoires spécifiques, des binoculaires pour analyser les graines, les restes de poissons, les collections de référence en archéozoologie pour identifier les restes d'animaux, des collections de référence en céramologie aussi, c'est-à-dire les différents types de céramique qui étaient produits, et des salles de travail pour étudier les collections archéologiques qui sont au cœur des programmes de recherche. Alors là, je trie des contenus d'amphores qui viennent d'une épave romaine. C'est des amphores qui contenaient des produits à base de poisson, des sauces ou des salaisons. Donc on a tamisé les contenus et là on trie tous les restes. Et le but c'est de voir déjà quelles sont les espèces qui sont représentées, qui sont dans ces amphores. Quelles sont les parties anatomiques représentées également. Voir si les poissons sont entiers, s'ils sont éviscérés. Donc ici, on est dans le laboratoire de sédimentologie, qui est un des laboratoires d'études d'une des 5 équipes du laboratoire, l'équipe archéologie des milieux et des ressources, qui travaille surtout sur l'évolution du paysage, la restitution de l'évolution des milieux dans lesquels les sociétés vivaient. On a ensuite une équipe qui s'appelle SPP, pour Société de la préhistoire et de la protohistoire, qui travaille sur les sociétés des 3 derniers millénaires avant notre ère, néolithique, âge du bronze, âge du fer, avec énormément de sites dans la région, comme le site archéologique de la Tara ou du Kéla. Et ensuite, on a 2 équipes qui travaillent sur les périodes un peu plus récentes. Une équipe thématique qui s'appelle TP2C, qui travaille sur les techniques, production, commerce, consommation, les productions de céramique aussi, les ateliers de production d'amphores par exemple, et tout ce qui est commerce, échange, donc les structures portuaires, comme le gros programme sur les ports de Narbonne. Il y a l'équipe qui s'appelle TESAM, Territoire et Sociétés de l'Antiquité au Moyen-Âge, et qui travaille vraiment sur l'évolution des sociétés depuis la protohistoire jusqu'à la fin de l'Antiquité, le développement du fait urbain dans la région et ailleurs en Méditerranée, et toute la structuration des paysages. On a aussi l'équipe d'égyptologie qui travaille donc sur l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne a déjà des faveurs du grand public, y compris de nos collègues chercheurs également. En ce sens, l'approche de l'Égypte ancienne est un peu facilitée. Après, charge à nous de justement dépasser un peu l'image grand public pour que précisément les résultats de la recherche puissent ajuster au mieux les
la vision et les connaissanses que le grand public peut avoir de l'Égypte ancienne à l'heure actuelle, à l'issue des recherches les plus récentes. Nous avons donc ici une bibliothèque dont nous sommes plutôt fiers, hein, avec plus de 35 000 documents. Alors avec bien évidemment des documents qui permettent de travailler sur l'Égypte préhistorique, hein, jusqu'à l'Égypte byzantine, des champs de recherche assez étendus. Tranche aussi dorée à la feuille. Voilà, ça c'est la base. Maintenant, le propre de la recherche et de l'enseignement supérieur est de transmettre le savoir et d'éveiller les vocations. L'université est un creuset en ce sens, qui permet la maturation des initiatives étudiantes, préfigurant ainsi la relève scientifique pour les plus éclairés. Sebaït est donc une association étudiante en fait qui a pour but de présenter les derniers travaux de recherche en égyptologie faits par des étudiants essentiellement, mais on fait aussi intervenir des chercheurs un peu plus expérimentés. Ça permet de faire découvrir l'égyptologie notamment aux plus jeunes classes, disons, de l'université, mais aussi au grand public. On tient beaucoup à nous ouvrir au monde extérieur de l'université. Cette année encore plus, puisqu'on a pu mettre en place, suite au confinement, la visioconférence, donc toutes nos conférences seront en hybride. Et ça permet aussi, en fait, tout simplement aux jeunes chercheurs d'apprendre à s'exprimer à l'oral devant un public pour l'avenir, présenter leurs propres recherches, notamment pour la soutenance de thèse, ce qui peut être utile. Ateliers, présentations, expositions, conférences, l'ouverture du site de Saint-Charles au public proposait une médiation protéiforme à l'image de la recherche portée par ces laboratoires. Alors RERA 21, c'est un centre de recherche en art et en littérature. Il réunit 50 enseignants-chercheurs de l'université Paul-Valéry Montpellier III, université de Nîmes, université d'Aix, en littérature française, 19e, 21e siècle, littérature comparée, art du spectacle, théâtre, cinéma, marionnettes, en art plastique, en études culturelles, en musicologie. Et donc l'objectif de ce centre, c'est d'étudier la production littéraire et artistique en Europe notamment et en France, en mettant en évidence les logiques de production, en étant extrêmement attentif au contexte, aux situations contextuelles, à l'histoire, à la question des médias, au support, et surtout en rejetant a priori toute hiérarchie de type centre-périphérie. C'est-à-dire que l'équipe réfléchit sur des objets qui sont parfois considérés comme peu légitimes, a priori, comme la marionnette, la série, la presse. Et l'objectif, c'est de déconstruire en fait ces hiérarchies qui sont souvent des préjugés. Ce que nous découvrons, c'est un patrimoine. Et donc il s'agit de le rendre accessible à tous, citoyens européens ou non, mais en tout cas à toutes les professions, pas simplement aux chercheurs ou aux étudiants ou aux enseignants de l'enseignement supérieur. Il s'agit vraiment de pouvoir offrir des matériaux de lecture, des matériaux sur l'imaginaire, l'histoire des sociétés européennes qui soient accessibles aussi bien, je dirais, pour des enseignants même du secondaire ou du primaire, il y a beaucoup de textes de toute façon pour le jeune public, que pour tous ceux qui sont intéressés par la question du patrimoine, justement, les conservateurs de bibliothèques, les musées, et puis surtout les artistes. Toute l'activité scientifique que nous produisons est une activité qui doit être justement calibrée selon les principes de la science ouverte. Les articles que nous produisons, les livres, les comptes rendus d'activités, les actes de colloques, tout cela doit être directement accessible. Nos objets sont souvent des objets culturels de grande consommation, c'est-à-dire que ce sont les objets qui intéressent le public. Quand je pense à la série, quand je pense aux jeux vidéo, par exemple, sur lesquels beaucoup de nos équipes travaillent, quand je pense à la presse, par exemple, ou à la marionnette, on ne travaille pas sur des objets a priori très élitistes. On projette des films, on a des conférences dialoguées, des conférences créatives. Donc c'est avec ce type de processus qu'on espère sensibiliser le grand public.
Le laboratoire d'Ipralang, c'est un laboratoire de sociolinguistes et de didacticiens des langues. Donc notre discipline de rattachement, c'est les sciences du langage. Il y a vraiment un axe plus sociolinguistique qui est une linguistique sociale, les pratiques linguistiques, les représentations linguistiques, les situations de contact de langue, de conflit de langue, quand plusieurs langues cohabitent dans le même espace, et surtout comment c'est géré politiquement, avec aussi une spécialité qui est la didactique des langues en danger. Comment on va pouvoir enseigner les langues qui aujourd'hui sont menacées, puisque c'est une des grandes problématiques actuelles. L'axe didactique des langues culture, donc là s'intéresse plutôt au processus d'enseignement et d'apprentissage des langues. Notre objet favori, c'est le français, langue étrangère et langue seconde. Donc c'est toutes les situations dans lesquelles le français est appris quand ce n'est pas la langue maternelle de l'apprenant. Donc ça correspond à énormément de problématiques dans le monde. Il y a la francophonie, mais aussi sur le territoire français, c'est toutes les problématiques liées à l'apprentissage du français par les migrants, dans les classes UPE2A dans l'éducation nationale, etc., etc. Donc par rapport à cet axe du laboratoire, la didactique des langues culture, où on réfléchit sur les processus d'enseignement et d'apprentissage des langues, on a une spécialité dans notre labo qui est l'apprentissage des langues par les pratiques artistiques. Donc ici, on a un projet qui est vraiment à l'articulation entre recherche et formation, donc par la pratique artistique, avec nos étudiants de master FLE, donc les futurs enseignants de FLE, on fait l'expérience du processus d'appropriation d'une langue étrangère. Cette exposition-là en particulier, donc c'est une œuvre qui est construite à partir des discours que les sujets produisent sur leur rapport aux mots, sur leur rapport au langage en général et sur leur rapport aux langues étrangères, donc les processus d'appropriation des mots. Et ces voix mélangées, en fait, on retrouve un mouvement qui est assez universel dans notre relation au langage, qui va d'une relation un peu d'étrangeté à une relation d'appropriation et de possibilité de trouver dans la langue une place pour soi et surtout de pouvoir y être créatif dans l'usage qu'on a de la langue. Encadrée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Fête de la Science a été initiée en 1991 par Hubert Curien, alors ministre de la Recherche et de la Technologie. Le lien avec le public a toujours été une préoccupation majeure de l'université, qui devient naturellement le partenaire privilégié de cet événement annuel. Aujourd'hui et plus que jamais, les sciences humaines et sociales y prennent toute leur part.